Bonjour à tous, aujourd'hui on va construire ce set Lego qui est la caméra de Disney qui est sortie à l'occasion des 100 ans de Disney. Elle est sortie en 2023 et c'est la référence 43230. Elle contient 811 pièces et coûte aux alentours de 100 € sur le site Lego, mais on peut la trouver moins chère sur quelques autres sites. Pendant que je monte ce set, je vais vous raconter 8 anecdotes un peu surprenantes sur l'univers de Disney. Si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. On raconte que Walt Disney n'est pas vraiment mort. Alors officiellement, il est décédé en décembre 1966 à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer du poumon. Il a été incinéré et ses cendres reposent en Californie. Enfin ça du moins, c'est la version officielle. Une théorie culte circule depuis des décennies qui affirme tout autre chose. Walt Disney aurait été cryogénisé. Son corps reposerait dans une chambre froide cassée sous le château à Disney, en plein cœur du parc en Californie. L'idée, c'était de réveiller dans le futur quand la médecine sera capable de guérir sa maladie ou lui redonner vie. Alors dit comme ça, on dirait plus un scénario de film. Mais quand on creuse un peu, certains détails deviennent un peu troublants. Alors d'abord, il faut savoir que Walt Disney était fasciné par les sciences et les technologies. Il avait lancé un projet de ville expérimentale où les gens vivraient dans un futur permanent. Il parlait souvent d'immortalité, de progrès médicaux, ainsi que d'intelligence artificielle. Ensuite, son décès a été entouré de mystères. Aucune funéraille publique, pas de cercueil visible, pas la moindre photo officielle. Certains employés de Disney affirment même que des parties du château ont été fermées à jamais après sa mort. Officiellement pour des raisons techniques. Officieusement, personne ne le sait vraiment. Et maintenant, un détail qui fait vraiment flipper. Quand on tapait Disney Frozen sur Google, pendant longtemps, on tombait sur des forums parlant de Disney Frozen Body, des rumeurs sur son cadavre glacé sous le parc. Mais depuis 2013, ce n'est plus le cas. Car en 2013 sort La Reine des Neiges. Le film devient un phénomène mondial et d'un coup, Disney Frozen ne fait plus référence à un corps, mais plus à Elsa et ses chansons. Alors, simple coïncidence ou du marketing, ou bien une manœuvre numérique pour cacher un secret?
On pense souvent à Lilo et Stitch comme un film drôle, mignon, un peu fou, avec une fillette hawaïenne et un alien au sale caractère. Mais ce film-là, sorti en 2002, cache peut-être quelque chose de bien plus profond. Une blessure, une cicatrice, un message qu'on n'a tous pas vu venir. À l'origine, à la fin du film, était totalement différente. Stitch et ses amis devaient détourner un avion commercial pour voler au secours de Lilo. Un gros Boeing qui fonce entre les immeubles dans une scène d'action intense. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001. L'Amérique est traumatisée, le monde est sous le choc. Et Disney décide de réécrire toutes les séquences. L'avion est remplacé par un vaisseau spatial, les décors changent et le montage est complètement modifié. Cette scène a été effacée dans l'urgence pour ne pas heurter la sensibilité des spectateurs et très peu de gens savent qu'elle a existé. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde Lilo et Stitch avec un autre regard, on se rend compte que c'est un film entièrement traversé par le deuil, l'abandon, la peur et la reconstruction. Lilo est une enfant isolée, rejetée à l'école, incapable de gérer ses émotions. Elle a perdu ses parents sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Sa grande sœur se bat pour maintenir leur foyer à flot et Stitch lui débarque comme une métaphore du chaos, un monstre que tout le monde veut enfermer, éliminer, faire taire, sauf Lilo. Elle l'adopte parce qu'elle sait ce que c'est de se sentir cassée, de ne plus avoir sa place. Elle crée autour de lui cette phrase qui est devenue culte. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Alors, et si Lilo et Stitch étaient plus qu'un simple film, et si c'était un conte pour aider l'Amérique à guérir et à faire le deuil, à retrouver une forme d'innocence après un traumatisme collectif, parce qu'à travers une fillette hawaïenne et un alien déchaîné, c'est que le film nous raconte, c'est peut-être le cœur brisé d'un pays entier. On imagine souvent Walt Disney comme un visionnaire infatigable, un homme qui a construit un empire sur une souris, des contes et de la magie. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il a aussi porté une douleur immense, une tragédie bien réelle et personnelle, et qui a selon beaucoup marqué à jamais l'ADN de ses films Disney. En 1937, Walt Disney touche enfin son rêve du doigt. Blanche-Neige et les 7 nains vient de sortir, et c'est un succès phénoménal. Le premier long métrage d'animation de toute l'histoire. Il veut remercier ses parents pour leur soutien. Alors, comme un bon fils, devenu riche, il leur fait un cadeau, une jolie maison au nord d'Hollywood, neuve, confortable et moderne. Quelques semaines après leur emménagement, sa mère, Flora, commence à se plaindre. Elle a mal à la tête, elle se sent nauséeuse, fatiguée. Les médecins passent, ne trouvent rien. On pense à un virus, mais la vérité, c'est que la maison a un défaut dans le système de chauffage. Une mauvaise installation, le gaz s'accumule. Et Walt Disney ne le sait pas encore, mais il a offert à ses parents une maison piégée. Le 26 novembre 1938, Flora Disney meurt d'une intoxication au monoxyde de carbone. Elle avait 70 ans. Walt Disney ne s'en remettra jamais. Il s'est blâmé personnellement, il n'en a quasiment jamais parlé publiquement, pas d'interview, pas de confidence. Mais ses collaborateurs, eux, ont vu un changement. Quelque chose s'était brisé.
Et puis regardez bien ces films Disney après ça, Bambi, Cendrillon, Ariel, Belle, Nemo. Toutes ces histoires commencent sans mère, ou une mère disparue, effacée, parfois morte hors du champ. Pas une coïncidence, ce n'était pas une règle marketing, c'était une cicatrice, celle d'un fils qui a voulu offrir un rêve et qui a perdu sa mère dans la réalité. Quand on pense à Aladdin, il y a une voix qui nous revient tout de suite, celle du génie, inimitable, explosive, généreuse. Et cette voix-là, c'est celle d'un homme, Robbie Williams. Et ce qu'on sait moins, c'est que Robbie Williams n'a pas juste doublé un personnage, il a inventé le génie presque de A à Z. Quand il est arrivé en studio, il n'a pas lu ses lignes comme tout le monde. Il a improvisé, il est parti dans tous les sens. Imitation, accent, punchline, blague absurde. Résultat, plus de 16 heures d'enregistrement, dont la majorité improvisée. L'équipe d'animation a ensuite modelé le personnage sur sa voix, et non l'inverse, du jamais vu à l'époque. Mais voilà, Robbie Williams n'a pas fait ça pour l'argent. Il l'a fait par amitié, par envie. Et sa seule condition, c'était que Disney n'utilise pas sa voix, ni l'image du génie, pour vendre ses jouets. Il ne voulait pas devenir un produit marketing, il disait. « Je ne veux pas devenir un Happy Meal qui parle avec ma voix. » Et Disney avait accepté sur le papier. Mais après la sortie du film, ils ont brisé leurs promesses. Le génie était partout, en figurines, en pub, en poster, et Robbie Williams l'a très mal vécu. Il s'est senti trahi. Résultat, il a coupé tous les ponts avec Disney pendant des années. Il a refusé de revenir dans les suites, il a refusé toute promo. Le génie, c'était son cadeau, et il avait l'impression qu'on l'avait volé. Et ce n'est qu'après de longues excuses publiques et un tableau de Picasso offert par Disney qu'il a fini par pardonner. Une réconciliation tardive et un symbole étrange parce que Robbie Williams n'était pas un comédien. C'était un feu d'artifice humain, un homme libre. Et ce génie qu'on adore, c'est lui, sa voix, son cœur, son chaos. Mais le traitement qu'il a reçu, ça ce n'était pas de la magie du tout.
On connaît tous Peter Pan, l'enfant qui refuse de grandir, le garçon volant, joyeux et libre, qui emmène Wendy et ses frères au pays imaginaire. Sauf que le pays imaginaire, peut-être qu'il n'est pas tant que ça. Il existe une théorie sombre et dérangeante selon laquelle les enfants perdus de Peter Pan ne sont pas vivants. Ce ne sont pas des aventuriers, mais des enfants morts. Et Peter Pan, au lieu d'être un héros, serait leur guide vers l'au-delà. C'est troublant, mais écoutez bien. À Neverland, les enfants ne grandissent jamais, parce qu'ils ne sont plus dans le monde vivant. Wendy ne peut pas rester, car elle est encore en vie. Elle est seulement en visite dans ce monde de l'entre-deux. Elle finit par rentrer chez elle. Mais les autres, les enfants perdus, eux, ils restent pour toujours. Et ça vient pas de nulle part. L'auteur original avait une vision bien plus noire du personnage. Dans ses premiers écrits, il laisse entendre que Peter Pan pouvait tuer les enfants pour qu'ils ne deviennent jamais adultes. Oui, les tuer. Et quand on y pense, Peter Pan vole à travers les cieux. Et il surgit la nuit, il murmure aux enfants de le suivre, il les emmène loin de leurs parents, dans un monde où le temps s'arrête, où rien ne le fait peur. Ça ressemble à un rêve ou à une transition, un passage. Et Neverland, ce n'est peut-être pas un pays magique, mais une représentation du paradis enfantin, un lieu inventé pour rassurer ceux qui sont partis trop tôt. Alors la prochaine fois que tu regarderas Peter Pan voler à travers les cieux, demande-toi si c'est vraiment pour faire un rêve ou s'il vient chercher un enfant pour les emmener de l'autre côté. C'est peut-être l'un des pires cauchemars qu'un studio d'animation puisse vivre, et pourtant, ça a bien failli arriver à Pixar. Alors on est en 1998, Toy Story 2 est en pleine production, le film est attendu et les équipes sont à fond. Et puis un jour, quelqu'un entre une mauvaise commande dans le système, une ligne de code, un clic mal placé, et là, c'est le drame. 90% du film est supprimé, les personnages, les décors, les animations, des mois de travail disparus. Et là, tu te dis, pas grave, il y a forcément des sauvegardes, non? Sauf que non, les serveurs de sauvegarde automatique étaient désactivés déjà depuis plus d'un mois. Personne ne l'avait remarqué. Et là, c'est la panique chez Pixar. Le film est presque perdu. Ils pensent devoir tout recommencer à zéro. Et puis un miracle. Une développeuse qui travaillait sur le projet depuis chez elle
En fait, elle était en télétravail, pas pour le confort, non, parce qu'elle devait s'occuper de son bébé. Et heureusement pour tout le monde, elle avait une copie presque complète du film sur son ordinateur personnel. C'est grâce à cette sauvegarde faite par instinct de survie, comme elle le dit plus tard, que Toy Story 2 a pu être restauré. Et le film est sorti dans les temps. C'est devenu un énorme succès comme on le connaît, un classique. Et depuis ce jour-là, elle est considérée comme une légende vivante chez Pixar. Et si tu veux encore plus fou, des années plus tard, elle a aussi dirigé le remake de Toy Story 2, plan par plan, avec des jouets, pendant le confinement. Donc, sans elle, Toy Story 2 n'aurait probablement jamais vu le jour. Le monde aurait pu perdre Buzz, Woody et Pixar peut-être. On a tous grandi avec le monde de Nemo. Un père inquiet, un poisson clown qui traverse l'océan pour retrouver son fils disparu. C'est beau, c'est drôle, c'est émouvant. Mais il existe une théorie qui change totalement la façon de voir ce film. Une théorie qui dit que Nemo n'a jamais existé. Alors un petit rappel, Marin, le père de Nemo, perd sa compagne et presque tous ses œufs lors d'une attaque de barracuda. Un seul œuf aurait survécu, et c'est celui de Nemo. Sauf que certains pensent qu'en réalité, Marin a tout perdu. Ses enfants et sa compagne, et que Nemo était juste une projection mentale et une illusion qui s'invente pour survivre au choc. D'ailleurs, Nemo en latin veut dire personne, littéralement. Ce prénom est presque un indice laissé en plein milieu du titre. Toute l'histoire alors devient un voyage psychologique. Marin passe toutes les étapes du deuil, la colère, l'angoisse, la culpabilité et le refus de lâcher prise. Il voit le danger partout et s'inquiète sans arrêt. Mais personne d'autre ne semble aussi parano que lui. Et si Dory, avec sa mémoire courte, était en fait une métaphore de ce que Marin veut lui aussi oublier. Une partenaire d'amnésie émotionnelle, qui l'aide à ne plus penser à ce qu'il a perdu.
À la fin, il accepte que Nemo prenne des risques, qu'il vive et qu'il s'éloigne. Mais en réalité, ce n'est peut-être pas une libération physique. C'est juste une acceptation mentale, que Marin relâche l'image de son fils imaginaire et il le laisse partir. Il n'a pas retrouvé Nemo, il a trouvé la paix avec lui-même. Sa voix est légendaire. C'est elle qu'on entend quand on ferme les yeux et qu'on pense à Blanche-Neige. Une voix cristalline, douce, presque irréelle. Cette voix, c'était celle d'Adriana Caslotti. Et tu ne l'as probablement jamais entendue ailleurs. Pas dans un autre film, pas dans une pub, pas dans un dessin animé. Et ce n'est pas un hasard. En 1937, Adriana a 18 ans, quand elle a choisi de doubler pour la première fois la première princesse de Disney de l'histoire. Elle enregistre toutes les chansons du film, les dialogues, et devient l'incarnation vocale d'un mythe. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a un contrat qu'elle a signé avec Disney qui l'a condamnée à disparaître. Walt Disney à l'époque était obsédé par la magie de ses personnages. Il voulait que personne ne puisse entendre cette voix en dehors du film pour ne pas briser l'illusion. Il voulait que la voix de Blanche-Neige soit unique, intouchable et sacrée. Résultat, Adriana a été interdite légalement d'utiliser sa voix dans n'importe quel projet. Elle a reçu $1000 pour le rôle, et plus rien après. Tu veux un exemple? Quand elle a voulu apparaître dans Le Magicien d'Oz, Disney a dit non. Quand elle a voulu chanter à la radio, refusait aussi. Sa voix appartenait à Disney littéralement. Elle a passé le reste de sa vie dans l'ombre de Blanche-Neige, sans jamais vraiment pouvoir construire une carrière. Elle est restée douce, fière de ce rôle. Mais à l'intérieur, beaucoup disent qu'elle a souffert profondément. Une voix qui a marqué l'histoire, mais une voix qu'on a enfermée dans un coffre, au nom de la magie. Alors la prochaine fois que tu regardes Blanche-Neige, écoute bien. Derrière chaque note, chaque mot, tu l'entends peut-être une des plus belles voix du cinéma, et aussi l'une des plus sacrifiées.